Bonjour Monsieur Fall. Bonjour. Les éditions Là Maintenant sont extrêmement heureux de vous recevoir. Merci. Par rapport à la publication de votre ouvrage, Mon pari pour la Guinée, le changement est possible. Nous avons chez nous une tradition qui consiste à soutenir tout ce qui concerne la transformation sociale et l'évolution des droits de l'homme. Et vous vous situez dans ce sillage-là. La première question que nous voulons vous poser, c'est de savoir pourquoi parlez-vous de pari? Oui, c'est vrai que lorsque je faisais cet ouvrage, je dis souvent à mes compatriotes que la Guinée, il n'y a pas d'exception guinéenne. Et j'ai parié qu'il n'y avait pas d'exception et que la Guinée pouvait changer. Et donc, je fais un pari sur le changement et un pari gagnant. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre. Vous êtes diplomate depuis vos jeunes années, parce que nous avons lu dans votre ouvrage que depuis le lycée d'ailleurs, vous ambitionniez de faire la diplomatie. Alors, est-ce que pour vous, la diplomatie, qu'est-ce qu'elle peut apporter par rapport à la Guinée et qu'est-ce que vous avez retenu comme instrument de transformation sociale pour votre pays dans votre carrière diplomatique? Dans ma carrière diplomatique, d'abord, ça m'a permis de connaître le reste du monde et aussi de connaître surtout les valeurs sur lesquelles doivent reposer un pays moderne. Et donc, je me suis rendu compte que quand on voit l'histoire de la Guinée depuis l'indépendance, qu'il y a eu pas mal de problèmes, notamment en ce qui concerne les droits humains, les problèmes de développement. Et je me suis rendu compte que le non-développement de la Guinée est dû à un certain nombre de facteurs que je résume dans ce livre, en me disant qu'il faut 3 conditions qui doivent être réunies, ce que j'ai vu ailleurs. D'abord, un bon leadership, une vision et des hommes compétents intègres pour mettre la vision en marche. Voilà ce que j'ai retenu. Et je pense que ma carrière de diplomate m'a permis donc, à travers certains pays, de voir que cela a marché. Et je me suis dit que cela pouvait marcher aussi en Guinée si ces 3 conditions étaient réunies. Dans votre ouvrage, vous avez réservé une partie à l'élection de Barack Obama, le président américain, notamment à sa conduite du leadership et à sa vision pour un monde différent par rapport à ce que nous avons connu dans les années antérieures. Aujourd'hui, vous avez un projet, vous avez une vision. Dites-nous, qu'est-ce que pour la Guinée, vous apporteriez de nouveau? Ce que j'apporterai de nouveau, j'essaie de mettre ça dans ce pari. Et c'est le pari de notre parti. Et lorsque j'ai fait référence à Barack Obama, j'ai trouvé dans son discours des points forts qui peuvent nous stimuler et qui peuvent être des exemples pour nous autres, pour dire que pour nous, il n'y a rien, pas de fatalité, et que tout est possible. Il suffit seulement d'y croire et d'avoir une vision claire, de se faire entourer d'hommes compétents et d'hommes intègres pour pouvoir faire bouger les choses. Et je suis certain que cela est possible aussi en Guinée. Dans votre carrière, si vous me permettez, vous avez toujours, on le remarque, été dans des postes où il s'agissait de régler des conflits et dans des zones extrêmement difficiles. Vous avez été médiateur, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, en Somalie, des zones extrêmement difficiles. Et de fait, on a le sentiment que pour vous, il s'agit extrêmement d'être là où il n'y a peut-être pas d'espoir. Alors, vous êtes africain avant d'être guinéen, j'inverse les termes. Dites-nous aujourd'hui, quelle vision avez-vous de toutes les crises qui se développent sur le continent et particulièrement de la médiation sociale qui est indispensable dans votre pays? Mais je pense que les dernières crises en Afrique sont nées de la mauvaise gouvernance. Oui. Alors, dans toute l'acceptation du terme. Et qu'il faut absolument instaurer un dialogue constructif en toutes les parties. Et quand je vois les problèmes qui se sont passés en Somalie ou en Centrafrique, j'ai appris qu'il y a non seulement des causes endogènes, mais il y a aussi des interférences extérieures qui sont là pour attiser ces conflits. Pour le cas spécifique de la Guinée, je dirais toujours que c'est une question de gouvernance, une mauvaise gouvernance, et que si nous appliquons les mêmes règles à la Guinée comme celles que d'autres pays ont appliquées, je pense à des pays comme le Mali, comme le Ghana et le Bénin, et que la Guinée pourra changer un jour et retrouver le chemin du développement. Et donc l'expérience que nous avons acquise dans les autres pays nous incite d'abord à croire au dialogue. Au dialogue, ensuite à la réconciliation et surtout au bon choix. Le choix politique, le choix des hommes. Et je pense que ça c'est extrêmement important. Monsieur François Loncenefal, vous avez été Premier ministre de Guinée et vous avez démissionné de vos fonctions.
parce que vous n'étiez pas d'accord sur un certain nombre d'orientations. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, au moment de votre démission, quelles ont été les convictions qui ont motivé votre décision? La conviction première est que, et c'est ça que je conseille actuellement à tous les jeunes, c'est de ne pas accepter n'importe quoi en Afrique. Un des grands problèmes des Africains, c'est qu'on accepte n'importe quoi. Et quand on est au gouvernement, ce n'est pas parce qu'on veut être ministre ou premier ministre. Il faut être au gouvernement pour être utile à son pays, pour faire son travail. Premier ministre, je savais que la Guinée était dans une situation extrêmement difficile. L'économie était en faillite, la situation politique était bloquée et j'ai voulu apporter quelque chose pour sortir de cette situation. Et lorsque je me suis rendu compte que le pouvoir exécutif n'était pas du tout attentif aux problèmes de la population et que je n'avais pas les coudées franches pour changer l'ordre des choses, et voyant la misère tous les jours dans un pays auquel Dieu a tout donné et qui a tout le potentiel, toutes les potentialités humaines importantes, des ressources naturelles abondantes, on a tous les atouts pour faire de la Guinée un pays, normalement, qui, s'il avait suivi le bon chemin, qui aurait dû être un pays émergent aujourd'hui. Mais nous avons eu 50 années de gâchis et je me suis dit que cette politique, je ne pouvais pas la conduire, je ne voulais pas être complice d'une telle politique. Et ma conviction l'a emporté qu'il fallait plutôt démissionner. Votre pays a une importante diaspora intellectuelle à travers le monde. Aujourd'hui, quand vous parlez du pari pour la Guinée, quelle place accorderiez-vous? Si jamais vous étiez aux affaires, on ne fait pas de plan sur la comète. Quelle place accorderiez-vous à cette diaspora intellectuelle? Et pas seulement intellectuelle d'ailleurs, à cette diaspora en général. Parmi les atouts dont j'ai parlé, en dehors des atouts de ressources naturelles, mais je mets surtout l'accent sur les atouts humains, les ressources humaines. Le capital humain. Le capital humain, pour moi, c'est le capital le plus important pour un pays. Il ne s'agit pas d'avoir des ressources minières pour développer un pays, il faut des hommes. Et je sais que la diaspora guinéenne, elle est dynamique. Nous avons de grands hommes parmi la diaspora. À mon avis, il est important qu'on ouvre ce pays à cette diaspora, qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre les Guinéens qui sont à l'extérieur et qu'on crée les conditions en Guinée pour que cette diaspora retourne en Guinée. Que ce soit la diaspora constituée des ouvriers, des chauffeurs, même des chauffeurs de taxi, des intellectuels. Tous ceux qui ont vécu à l'extérieur peuvent apporter quelque chose aujourd'hui à la Guinée. Et je crois que je réserverai une place de choix à cette diaspora qui est appelée à apporter quand même quelque chose d'important. Je vous donne un exemple simple. Dans les premières années de l'indépendance en Afrique, les Africains, lorsqu'ils terminaient les études, ils retournaient tout de suite et sans condition dans leur pays, parce que le cadre était créé pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Mais c'est la mauvaise gouvernance qui a fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux africains. Alors, il faut recréer ce climat des années 60, faire en sorte que les jeunes aient envie de retourner chez eux, que le cadre soit créé, parce que nous ne pouvons pas nous développer sans cette élite dont on a cruellement besoin. Et c'est là ma conviction que l'atout humain doit être mis et être valorisé. Et je crois à la diaspora. Monsieur Fall, vous l'avez dit tout à l'heure, vous appartenez à un pays qui est, entre guillemets, un scandale géologique, comme on le dirait de la République démocratique du Congo. Mais la grande question qu'on se pose en Afrique aujourd'hui, c'est de savoir comment se fait-il que, comme vous l'avez d'ailleurs dit, malgré les énormes potentialités dont disposent certains pays, la redistribution des richesses, la justice sociale, l'accès à des soins primaires de santé par exemple n'est pas possible. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que le Guinéen modeste puisse avoir accès à certains acquis sociaux dont la Guinée est capable? Oui, nous avons, dans notre ouvrage, nous avons parlé de refondation. Le mot est peut-être fort, mais nous avons réellement besoin de refondation en Guinée. Dès lors qu'on aura refondé les institutions, qu'on aura fait de l'économie et qu'on aura créé la richesse nationale qui peut être redistribuée au niveau des populations. Quand on voit un pays comme la Guinée qui manque d'eau et d'électricité, moi je dis dans mon ouvrage que la Guinée peut faire comme le Maroc. Je vous donne des exemples simples. Nous pouvons faire des micro-barrages dans toutes les villes de Guinée, donner de l'irrigation, l'agriculture irriguée, donner de l'eau et de l'électricité à toutes les villes et faire en sorte que la richesse nationale, l'éducation qui doit être développée au niveau de toutes les cellules de base, faire en sorte que le niveau de Guinée puisse s'élever un tout petit peu. Et je crois que ce pari peut être gagné. Il suffit qu'il y ait un bon leadership et qu'il y ait une vision. Je reviens encore au même mot. Un bon leadership qui se rend compte que le développement, c'est d'abord à la base, que l'agriculture doit repartir. Je ne parle pas des mines. Les mines, pour moi, c'est un atout, certes, mais l'économie guinéenne doit reposer avant tout sur une agriculture développée,
une agriculture irriguée, et ensuite, avec les atouts énergétiques et les atouts miniers dont dispose la Guinée, on pourrait à terme faire l'industrialisation de la Guinée. Cela est possible, mais il faut partir de la base, faire en sorte qu'au niveau des cellules de base, qu'on puisse développer d'abord au niveau des villages, élever le niveau des populations, mieux éduquer les populations, assurer la couverture sociale, médicale, et faire en sorte que le niveau s'élève, et cela créera les conditions pour un plein développement de la Guinée. La Guinée est un cas singulier. C'est l'un des rares pays en Afrique où il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit pour l'habitat, il n'y a pas de crédit pour l'agriculture, il n'y a pas de crédit pour l'industrie. Et ça, c'est depuis l'indépendance, ça c'est l'histoire. Et je me suis dit que le pays ne peut pas se développer dans un tel système. Ce qui fait qu'en Guinée, que quand un Guinéen veut construire une maison, c'est toute l'épargne qui va dans la construction de la maison. Je dis donc qu'il faut d'abord reformuler le système bancaire, développer le niveau de bancarisation au niveau de la nation, faire en sorte que ce niveau de bancarisation puisse toucher les plus démunis pour leur permettre développer la microfinance, microcrédit, faire en sorte que les Guinéens moyens aient accès à des crédits pour pouvoir créer une unité, une entreprise, et faire en sorte que le crédit joue pleinement son rôle. Mais cela ne peut se faire que quand le cadre juridique est mis en place. Parce que vous savez, en Guinée, je parle de refondation, il n'y a pas de garantie bancaire, ce qui fait que les banques ne peuvent pas jouer pleinement leur rôle. Et si les banques ne jouent pas leur rôle dans un pays, je ne vois pas comment le développement peut se faire. Donc nous parlons de refondation, le système judiciaire doit être revu à fond, faire en sorte que tout soit remis en selle pour permettre la relance de l'économie sur la base du droit et du développement du crédit pour les populations. Monsieur Fall, la Guinée est l'un des pays dont la société civile est sans doute la plus active. D'ailleurs, on le voit à travers les sites internet et autres, et les syndicats aussi. On a constaté lors des derniers événements en Guinée que c'est les syndicats qui étaient en avant-poste de la revendication sociale. Quelle place accorderiez-vous au dialogue social, notamment aux syndicats, dans le processus de transformation sociale dont la Guinée a besoin? C'est vrai que je rends hommage aux syndicats et à la classe, à la société civile, surtout les événements de 2006 et 2007. Ce qui a manqué, c'est que dans tous les pays, comme au Mali, lorsqu'il y a eu la révolution au Mali, c'est naturellement les syndicats et la société civile qui ont mené le combat, comme en Guinée. Mais la classe politique, on ne peut pas la mettre de côté pour finaliser le processus, c'est ce qui a manqué en Guinée. Donc il faudrait absolument qu'il y ait un dialogue social entre les pouvoirs publics, la société civile et les syndicats pour essayer, à travers ce dialogue national, qu'on puisse trouver des solutions à tous les problèmes qui s'opposent à la nation. Il faudrait leur reconnaître leurs droits, développer la société civile et faire en sorte que le dialogue social puisse être institué et que le gouvernement l'accepte. Vous avez représenté votre pays à travers diverses institutions. Vous avez été ministre et Premier ministre. Donc, moi je vais vous poser une question aujourd'hui. À tous vos compatriotes, vos concitoyens qui vous écoutent, que leur diriez-vous par rapport au service de l'État? Quand on s'engage à servir l'État, quelle doit être l'éthique prédominante? L'éthique prédominante doit être d'abord être dévouée à la cause de la population. On n'est pas responsable parce qu'on est responsable. On est responsable parce qu'on a placé une certaine confiance en vous pour assumer un certain rôle. Faire en sorte que vous représentez un groupe social que vous devez satisfaire. Ne pas se satisfaire soi-même d'abord, mais trouver la satisfaction pour la population. À mon avis, quand on accepte d'être ministre ou Premier ministre ou président de la République, il faut absolument faire en sorte que, au départ, que vous puissiez laisser quelque chose de vos marques. Je dis par exemple d'un président, qu'un bon président, c'est celui qui laisse des fondations solides à partir desquelles les successeurs peuvent bâtir. Et c'est ce que j'attends d'un homme public. Vous avez eu une immense carrière internationale, très humblement d'ailleurs. Vous avez servi dans divers postes et dans des endroits très difficiles. La Guinée est un pays qui est au carrefour d'immenses enjeux. Pour une raison simple, déjà son sous-sol la prédispose à cela. Et aujourd'hui, la communauté internationale regarde la Guinée. Selon vous, quelle doit être demain ou après-demain la mission de tous ceux qui, à l'extérieur de la Guinée, représentent votre pays, un ambassadeur, un attaché culturel? Quelle doit être leur démarche par rapport à ce que la Guinée a comme projet, a comme vision et comme besoin surtout? Vous savez, la Guinée se trouve dans une zone qui a connu de graves conflits. Par la grâce de Dieu, le pays n'a pas basculé. Nous avons été dans une zone instable dans la région du Manoriva. Quand on prend la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire. Mais la Guinée quand même a tenu malgré tout.
Ce qui est important pour la Guinée, c'est de faire en sorte que cette Guinée puisse se remettre. Et lorsqu'on remettra la Guinée, lorsque ce pari sera gagné, et lorsque le pari de développement est gagné, je suis sûr que la Guinée sera le moteur du développement de la sous-région, du fait d'abord de ses potentialités humaines, de ses potentialités minières, de ses potentialités énergétiques. Et comme je dis souvent, c'est peut-être trop dire, je dis que la Guinée c'est un géant qui dort et qui s'ignore. Et je donc prends l'exemple, et qui va se réveiller, et qui va se réveiller. C'est comme quand on disait quand la Chine s'éveillera. Et quand la Guinée va s'éveiller, vous verrez le rôle que la Guinée pourra jouer en Afrique de l'Ouest. Nous avons tous les atouts pour faire de la Guinée un grand pays et un pays leader dans la sous-région. Le message que j'ai pour tous qui veulent servir la Guinée, c'est de savoir d'abord qu'ils ont un grand pays, que la situation actuelle n'est pas une fatalité, qu'il n'y a pas une exception guinéenne et que tout est possible. Dès que si les Guinéens réussissent à passer ce cap actuel et à assurer l'alternance, je suis sûr que la Guinée va démarrer et aller très, 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 très vite. Et vous savez, la communauté internationale regarde la Guinée. Ils ont les yeux rivés sur la Guinée aujourd'hui. Que leur diriez-vous aujourd'hui par rapport à ce que la Guinée doit avoir comme relation avec la communauté internationale? Du fait même du rôle historique de la Guinée, de la place particulière que la Guinée occupe dans la sous-région, et aussi l'histoire de la Guinée et la situation actuelle de la Guinée, nous sommes à un tournant. Nous sommes à un grand tournant. Il y a deux voies pour la Guinée actuellement. Nous avons raté beaucoup d'opportunités. L'indépendance, la disparition du président Sékou Touré, la mort du président Alassane Conté, mais nous n'avons jamais pris le bon virage. Cette fois-ci, il faut que la communauté internationale nous accompagne pour que l'alternance se vienne pour une fois en Guinée. Et ce virage-là, nous devons le réussir. La Guinée, d'abord, doit jouer ce rôle, les populations guinéennes, et ensuite la communauté internationale qui doit nous accompagner pour réussir le pari de l'alternance. Dès lors que la Guinée connaîtra un système démocratique, je suis certain que le pays va démarrer. Et s'il démarre, et comme je l'ai dit, c'est en ce moment un géant qui va s'éveiller. J'en suis certain. Monsieur François Lantini Fall, vous appartenez à un pays qui a une élite intellectuelle dynamique, qui a un grand capital humain. Et l'un des grands problèmes du continent africain aujourd'hui, c'est l'accès au savoir et à la connaissance. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous dire, selon vous, quels devraient être les canaux, les voies qui permettraient aux jeunes Guinéens qui vous écoutent de pouvoir avoir accès à la connaissance sans forcément avoir à prendre l'avion, à se déplacer ou à prendre le risque de la mer? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande opportunité dans ce monde. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies doivent être maîtrisées absolument par tout le monde. Nous devons pouvoir le populariser. Je rappelle que vous êtes devant un ordinateur. Absolument. Et nous avons choisi à bon escient cette couverture en disant qu'il faut d'abord que les populations puissent maîtriser l'ordinateur, parce que c'est l'outil par excellence de ce siècle, de ce 21e siècle, et qui a révolutionné absolument les relations. Et nous allons faire en sorte que, d'abord au niveau de l'éducation, qu'on accorde une très grande place aux nouvelles technologies. Et dans l'orientation des jeunes, qu'on puisse les orienter vers absolument, déjà à l'école primaire, que nous ayons la vocation de mettre les nouvelles technologies à la disposition des ménages, des jeunes et de tout le monde. Je pense que le monde aujourd'hui est allé très 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 vite. Et si nous voulons aller au rythme du monde, il faut absolument acquérir les nouvelles technologies. Des pays africains ont commencé déjà à le faire. Je citerai des pays comme le Sénégal. Et je rends ici hommage au président Ouad, bien qu'il soit d'un âge très avancé, mais il a l'esprit très jeune en ce qui concerne, parce que son esprit est en accord avec les défis de ce monde d'aujourd'hui. Notamment le Fonds mondial de solidarité numérique. Exactement, exactement. Et ce Fonds mondial, la Guinée doit pouvoir s'insérer là, faire en sorte que nous rattrapions le retard. Je viens de Conakry, où même la simple connexion Internet est encore un problème. Le retard est énorme, il faut rattraper ça très très vite, et ça peut se faire. Et dès lors qu'on aura rattrapé ce retard et qu'on se sera inséré dans ce système international, je pense que la Guinée pourrait aller très très vite, parce qu'on ne peut pas être en dehors aujourd'hui de la maîtrise de ces nouvelles technologies. Et c'est là un défi que nous devons relever, et cela fait partie du pari que nous tenons, et que ce pari qui peut être gagné. Vous mettez un accent particulier sur la justice sociale. Et l'un des grands problèmes en Afrique aujourd'hui, c'est que l'espérance de vie est assez courte, parce que l'accès aux soins de santé est assez difficile. Pour vous, quels pourraient être les méthodes, les moyens qui permettraient aux Guinéens moyens, modestes, de pouvoir avoir accès aux soins de santé primaires, comme on le dit généralement? Les problèmes sont divers. Il y a d'abord l'accès aux soins primaires, il y a aussi la nutrition.
il faut d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire. Quand un peuple a faim, le peuple est malade. Il faut d'abord donner à manger à la population, développer l'agriculture, faire l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, développer les moyens de santé primaires. Et à la fin, et ce qui compte le plus, éduquer les populations. Je pense que les problèmes de l'eau potable dans toutes les parties du pays, ce problème doit être réglé. Faire une politique, avoir une politique sociale qui ait une couverture nationale. Faire en sorte que tous les Guinéens puissent être couverts par les soins médicaux, par les soins. Et si cela est fait, je suis certain qu'on pourra atteindre à ce moment cet objectif sur le plan social que nous développons très largement d'ailleurs dans notre ouvrage. Vous avez été médiateur et vous avez contribué, comme nous l'avons dit au début de notre entretien, au règlement de conflits dans divers pays du monde. La Guinée est un pays multi-ethnique, multiconfessionnel et multi-autre. Oui. Aujourd'hui, pour vous, quels pourraient être les canaux qui permettraient d'avoir une paix sociale, une concorde en Guinée, indépendamment des appartenances tribalo-ethniques? Surtout, je remarque que quand vous avez créé votre parti politique, vous avez eu en idée le dépassement des frontières tribales. Au niveau de l'État et de la nation, quels seraient pour vous les moyens qui permettraient aux Guinéens de pouvoir adhérer à un projet de transformation sociale sans forcément se revendiquer d'un parti tribal ou d'une zone ethnique précise? Évidemment, c'est sur la base de cette expérience que nous avons acquise ailleurs. Ces conflits ethniques, dans les années 90, les premiers conflits en Afrique étaient essentiellement à caractère ethnique. Maintenant, on a dépassé un peu cela en Afrique, c'est maintenant les questions de gouvernance. Mais quand je reviens à la Guinée, l'exemple que nous avons donné à notre parti, quand vous voyez le FUDEC, sa composition, vous verrez que nous avons, dès le départ, créé un parti national. Tous les Guinéens se retrouvent dans ce parti. Nous avons insisté pour que la représentation nationale soit effective, qu'on donne une place de choix. Je dirais même dans notre organisme dirigeant, nous avons donné 30% aux femmes de toutes les ethnies. 30%. Et nous avons aussi donné à peu près 30% aux jeunes. Que les jeunes ne soient plus utilisés comme des instruments de manifestation publique dans les rues, mais les jeunes participent à nos côtés à la prise de décision. Et faire en sorte que tous les Guinéens, de quelque origine ou de quelque région qu'ils soient, se retrouvent au sein de ce parti. Et c'est ce que nous faisons. Même à Paris, ici, quand vous voyez la composition du bureau de Paris, vous pouvez vous renseigner, vous verrez que notre bureau ne comprend pas les gens de mon ethnie. Et c'est cette grande ouverture-là que nous avons faite en Guinée. Nous avons dit, excusez-moi, que nous voulons détribaliser la vie politique en Guinée. Et notre parti est en train de le démontrer en Guinée en ouvrant largement le parti à toutes les autres ethnies. Au cours de nos meetings, nous avons plus de représentants des autres ethnies que des représentants de notre propre ethnie. Et c'est la politique que nous prenons, c'est l'exemple que nous voulons donner. Parce que l'exclusion n'est pas la solution. L'exclusion est à la base de la division. Et quand il y a division, il n'y a pas de progrès. Vous parlez des femmes. Et dans votre livre, vous accordez une grande importance à votre mère. Vous parlez beaucoup de votre mère. Vous ne prenez pas une décision sans elle. Sauf quand vous avez démissionné de vos fonctions de Premier ministre pour aller à Paris, en exil et tout. Et quand vous êtes rentré, vous lui avez demandé pardon. Vous savez, les femmes en Afrique, elles sont à la pointe du combat pour le développement. Elles sont profondément impliquées dans tout ce qui est transformation sociale. Si demain, en Guinée, vous êtes en charge de la transformation sociale, quelle place accorderiez-vous aux femmes en Guinée? Je suis d'accord avec vous que les femmes jouent un très grand rôle en Afrique, même dans les villages. Mais malheureusement, les femmes n'ont pas de droits. Jusqu'à maintenant, les droits des femmes ne sont pas reconnus. Ce que je donnerai aux femmes, ce que je reconnais comme droit aux femmes, je cite souvent les cas en Guinée. Je leur donne des exemples des pays scandinaves dans tous mes meetings, en disant que lorsqu'on libère les femmes dans une société, c'est le meilleur investissement. C'est un investissement à haut rendement. Rendement pour la famille, pour la société et pour le pays. C'est la raison pour laquelle nous disons que les femmes doivent avoir une position clé dans tous les organes de décision. Et si nous venons au pouvoir en Guinée un jour, les femmes occuperont tous les postes. Tous les postes, je ne dirais pas, je ne donne pas tous les postes aux femmes, mais les femmes seront au poste qu'elles méritent. Nous ne ferons pas de différence, nous allons faire la promotion de la femme, faire en sorte que la femme puisse vraiment jouer le rôle qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle dans notre parti, le rôle des femmes est toujours mis en exergue. Je parle beaucoup de ma maman parce qu'elle a été, et elle est toujours, grâce à Dieu, elle est quand même une mère exceptionnelle. Elle a été vraiment pour moi l'exemple même d'une maman. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dédié la moitié de mon livre. Monsieur Fall, on dit que l'agriculture, c'est la première étape vers l'industrialisation de l'Afrique.
aujourd'hui, tous les paysans qui vous écoutent, qui vous regardent, que feriez-vous demain pour que non seulement ils puissent avoir des outils qui leur permettent de vivre de leur dur labeur et qu'ils soient reconnus à leur juste valeur, ces paysans? Il faudrait aider les paysans, faire en sorte qu'on développe la microfinance, les microcrédits pour les paysans, leur apporter tout l'appui qu'on peut et les aider surtout à améliorer leur méthode culturelle par l'irrigation. Je vous ai donné l'exemple du Maroc. Le roi Hassan II se plaisait à dire que pendant que les autres construisaient certaines choses, lui, il faisait l'irrigation. Et je pense que le plus petit ruisseau au Maroc est une source d'irrigation pour le pays, d'électrification et d'irrigation. La Guinée, qui est, comme vous savez, le château d'eau de l'Afrique, qui regorge de tant de rivières, de ruisseaux et de fleuves, il n'y a pas de raison donc qu'on ne réussisse pas, avec les plaines fertiles de la Guinée, qu'on ne réussisse pas à aider les paysans, à leur montrer que l'irrigation est la clé. Dès lors qu'on aura réussi à développer cette agriculture irriguée, nous pourrons en ce moment développer les cultures d'exportation, développer l'agro-industrie et ensuite penser maintenant à la grosse industrialisation avec les ressources énergétiques et les ressources minières dont nous disposons. Mais pour moi, l'agriculture doit occuper une place de choix. Et c'est pour ça que je disais que deux présidents m'ont inspiré. Le président Houphouët-Boigny qui a bâti la prospérité ivoirienne sur l'agriculture et le président Ahidjo également, dans votre propre pays. Et je voudrais revenir à ces valeurs premières. La Guinée, déjà en 1952, la Guinée produisait déjà 180 000 tonnes de riz. Aujourd'hui, on n'atteint plus ce chiffre. Et quand vous comparez 1952 à maintenant, vous vous rendez compte que les champs ont été abandonnés. Il faut redonner espoir aux paysans, leur donner les moyens de développer l'agriculture pour qu'ils puissent avoir une accumulation, avoir des revenus. Et c'est parce que l'agriculture, ce n'est pas le slogan. C'est les moyens qu'on donne aux paysans. Le paysan est pragmatique. Quand il se rendra compte au fil du temps que ce qu'il fait lui apporte quelque chose, ça lui donne l'occasion d'envoyer ses enfants à l'école. Quand vous prenez des pays comme le Ghana, si vous voyez que les Ghanéens ont fait les plus grandes universités dans le monde, c'est parce que les Ghanéens, à travers la culture du cacao et du café, ils ont thésaurisé pour pouvoir éduquer leurs enfants, les envoyer dans les grandes écoles. C'est cette habitude que nous voulons donner aux paysans guinéens, faire en sorte que l'agriculture occupe la première place. Et le pays s'y prête très bien. Monsieur Fall, votre livre, c'est mon pari pour la Guinée, le changement est possible. Vous dites dans votre livre qu'il y a un auteur, un homme politique, qui a une forte empreinte sur vous, c'est Kwame Nkrumah, avec son livre Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir. Pour vous, aujourd'hui, quelle serait la voie idoine qui permettrait de renforcer non seulement l'intégration régionale en Afrique, mais surtout d'aboutir à ce grand ensemble panafricain qui semble être la clé du développement du continent? Je peux vous dire sans hésiter que je suis un grand militant de l'intégration, mais une intégration maîtrisée. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis convaincu que les problèmes qui s'opposent à nos États aujourd'hui sont des problèmes supranationaux. Et en raison de la dimension et de la faiblesse de nos économies, nous sommes condamnés à nous unir. Mais ce que je recommande, ce n'est pas le grand ensemble dont on parle maintenant, faire le saut dans l'inconnu pour faire un gouvernement d'union de toute l'Afrique, mais plutôt la première école qui a voulu qu'à partir du traité d'Abuja, faire en sorte d'abord que les 5 groupements sous-régionaux puissent réussir leur intégration. Et ensuite, la grande intégration pourra venir. Je vous donne un autre exemple. Dans le problème énergétique, par exemple, si la Guinée se met en accord avec le Sénégal, le Mali, je suis certain que nous aurons les capitaux nécessaires pour développer le domaine énergétique. Et il y a tant d'autres domaines sur lesquels nous pouvons faire de grands progrès. Je suis absolument pour l'intégration et il faut les grands ensembles aujourd'hui pour pouvoir survivre. Et je suis certain que si nous venons aux affaires, nous allons tout faire pour que d'abord la région ouest africaine, nous allons commencer. Mais il y a des conditions. On ne peut pas former une intégration avec des gouvernements différents, à politiques différentes. Vous ne pouvez pas mettre une dictature avec une démocratie et une monarchie ensemble pour former une quelconque union. C'est difficile à faire. Il faut faire en sorte qu'il y ait d'abord une harmonisation, que la poussée démocratique doit se faire. Faire en sorte que les États puissent avoir quand même une certaine vision politique et faire en sorte que les démocraties puissent s'unir. Et c'est plus facile. On dit généralement que deux démocraties ne se feront pas la guerre. Généralement, on le dit et j'y crois. Faire en sorte donc que l'intégration soit la clé du développement de la région et de l'Afrique. Si l'Afrique s'unit, comme l'a recommandé Kwame Nkrumah, quand il le disait à l'époque, on le prenait pour un utopiste, et pourtant il avait vu juste.
Parce qu'à l'indépendance, certains pays, même dans notre sous-région, des pays comme la Guinée, le Mali et le Sénégal, auraient pu faire la fédération. Malheureusement, par égoïsme, les gens ne l'ont pas voulu. Et aujourd'hui, on se rend compte que les problèmes auxquels nous faisons face ne sont plus à même de les résoudre nous-mêmes, nous seuls. Il faut donc absolument qu'il y ait une intégration sous-régionale et ensuite les 5 grandes fédérations africaines pourraient former ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement de l'Union pour l'Afrique. Et je souhaite que ce jour arrive. En ce moment, ce sera un grand marché et l'Afrique pourra en ce moment être vraiment le géant. Je suis certain, comme l'Asie pointe aujourd'hui. Monsieur François Lancé-Nifal, les éditions L'Harmattan vous remercient infiniment, non seulement pour cette contribution intellectuelle importante, mais aussi pour avoir condescendu, entre guillemets, à venir dans nos locaux et à pouvoir vous exprimer sur votre livre, que nous recommandons à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que au-delà de la Guinée, il s'agit d'une réflexion qui a valeur instructive pour tout le continent. Nous vous remercions infiniment. C'est moi qui vous remercie et je saisis cette occasion aussi pour féliciter les éditions Harmattan qui font beaucoup pour l'éclosion intellectuelle de l'Afrique. Et cette maison est à la portée et est au service de l'Afrique. Je voudrais vous féliciter aussi. Merci, monsieur. Merci.